Bonjour, bienvenue dans ce webinaire intitulé « Vers une économie zéro carbone, comment les entreprises peuvent s'y mettre vraiment ». En effet, en dehors des climato-sceptiques, des réticents et des immobilistes, bon nombre de chefs d'entreprise se sentent concernés par le sujet de la décarbonisation de leur activité. Mais ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, il y a beaucoup de freins et de contraintes. Comment faire ? Nous avons réuni sur ce plateau plusieurs typologies d'entreprises et de chefs d'entreprise pour qu'ils témoignent de leur expérience et nous partagent leur avis. Une chef d'entreprise très engagée, Florence Allouin, fondatrice de la société AMAC, qui fabrique et distribue des couches lavables qu'elle a elle-même éco-conçues. À ses côtés, une figure du CAC 40, Franck Mougin, consultant et ancien DRH Monde et RSE de Vinci et de Danone, ancien président également de AG2R La Mondiale. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Colline Debayle, qui est cofondatrice de Time for the Planet. Alors, Time for the Planet, c'est très intéressant, c'est un premier outil citoyen à but non lucratif qui crée et finance des entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. L'idée est de financer sans innovation, sans entreprise qui capture le carbone. Et l'intérêt, enfin la spécificité, c'est que ces innovations sont open source. De ce fait, elles vont pouvoir être dupliquées et leur portée sera comme ça complètement augmentée. À ses côtés, on accueille un esprit que j'aime dire libre et aiguisé, Côme Guirchig. Côme est ingénieur de formation, il est conseil en transition énergétique, citoyen engagé, puisqu'il est lanceur du procès 5G France. Il nous en dira un mot dans le cours du webinaire. Côme a participé en tant que reporter à la Convention citoyenne pour le climat. Bonsoir. Enfin, notre hôte, Éric Lemoine, serial entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le digital et l'innovation. Éric est président de Reloaded, mais aussi de la House of Co-Design, où nous nous trouvons actuellement. Aujourd'hui, il nous présentera son programme Carbon Hack pour accompagner les entreprises et les équipes dans la décarbonisation de leur activité. Bonsoir. Moi-même, Hélène Saint-Loubert, je représente les entrepreneurs de Croissance Plus, donc des entrepreneurs, des entreprises de croissance, très engagés et très en avance sur les sujets, les questions d'impact. Donc commençons par Côme. Une question peut-être un peu macro pour commencer. Sur la décarbonisation, on comprend bien qu'une grande partie des émissions sont issues des activités économiques des entreprises. Peut-on avoir une photographie de cette empreinte ? Et également une autre question, quelles sont pour toi la posture et le rôle que doivent prendre les entreprises dans ce mouvement qui est un mouvement de fond ? Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. C'est pas une question évidente et surtout c'est commencer par ça, c'est tout de suite jeter un peu un côté sombre à la discussion parce que le constat il est assez triste pour l'instant. C'est une semaine qui est très riche en termes d'actualité climatique. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment le dernier rapport du programme des Nations Unies sur l'environnement qui montre que en 2019 les émissions n'ont jamais été elles ont été plus hautes que jamais auparavant. Donc ça montre que on n'a absolument pas franchi la porte d'entrée vers une décarbonisation effective de l'économie à l'échelle du monde. Les objectifs européens restent assez maigres puisqu'ils sont à 40% de réduction en 2030 par rapport à 1990. Ce qui est bien sûr largement incompatible avec l'accord de Paris. Voilà, mais la perspective macro est intéressante, mais je pense que le deuxième constat à tirer, c'est qu'à l'échelle de la France, on n'est pas des bons élèves. Et on aime bien crier sur tous les toits, y compris le toit onusien, que on arrivera à faire cette décarbonisation, que la France est pionnière en la matière, etc. C'est pas du tout le cas, notamment pour une raison, c'est que dans les statistiques nationales, on prend en compte non pas l'empreinte carbone, mais les émissions carbone du territoire.
Or, si on prend en compte l'empreinte carbone des Français, c'est-à-dire leur impact en termes de carbone dans le monde entier, issu de leur consommation, en fait, elles n'ont pas du tout décru. Elles ont même augmenté depuis 1995, passant d'environ 10 tonnes à 11 tonnes et demie. Donc les émissions françaises augmentent. Et le troisième constat, macro encore une fois, c'est que le climat, c'est pas le cadet de nos problèmes, mais c'est un problème parmi d'autres qui sont peut-être encore plus urgents. Et je pense notamment à l'érosion de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité a été un thème quasi cosmétique pendant les 20 dernières années, notamment depuis le Club de Rome, alors là c'est depuis 50 ans. Ça a été quelque chose de très peu abordé, or on est en train d'assister à un véritable bouleversement de ce qui se passe, des équilibres écosystémiques. On parle du coup de 6e extinction, on parle même d'une potentielle entrée dans l'Anthropocène. Simplement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, retenez quelques chiffres. Aujourd'hui, à cause des activités humaines, environ 1 million d'espèces sont menacées directement par nos activités. Ça représente 25% des espèces connues, et c'est uniquement du fait de nos activités, en grande partie de l'activité des entreprises. Donc, tous ces constats-là doivent nous pousser forcément à agir, à réagir. Comme j'ai dit, ça jette une ambiance assez mauvaise, et on est là pour en parler, et justement pour essayer de relever le niveau, parce que clairement les solutions apportées jusqu'à maintenant n'ont pas, en tout cas, porté leurs fruits. Si je peux me permettre du coup de dire 2 directions dans lesquelles les entreprises peuvent éventuellement avoir un rôle, et je vais essayer d'être bref. Le premier, c'est ne pas se focaliser nécessairement sur l'efficacité. Ça fait aussi 20 ou 30 ans qu'on parle d'efficacité, notamment d'efficacité énergétique. On voit le résultat, tant qu'on ne capte pas en termes absolus nos consommations d'énergie, de ressources, de minerais, etc., ça ne change rien. On peut être très efficace, améliorer tous les procédés du monde, ça ne changera rien si on ne se fixe pas des seuils absolus de consommation. Et je parle notamment de l'industrie automobile, l'aviation, les télécoms. On a fait énormément de progrès, on a investi des millions d'heures de cerveaux, d'ingénieurs parmi les plus brillants pour faire en sorte que tout ça fonctionne mieux. Le résultat, c'est que tout ça consomme plus. Donc c'est un problème qui n'a pas été résolu pour l'instant, la consommation globale. Et le dernier point, c'est je pense que les entreprises doivent être en mesure de réinventer notre rapport à la matière et au travail. On a un gros problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'on peine à faire société autrement qu'en produisant et en consommant. Et paradoxalement, il me semble que les entreprises pourraient jouer un rôle moteur là-dedans en réinventant justement le lien social, pourquoi pas via la sphère marchande, mais qui devrait limiter les échanges de matière. Je vais m'arrêter là. C'était déjà trop long. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu penses du rôle de l'entreprise dans cette transition écologique et dans ce mouvement qui doit s'accélérer grandement ? Alors, moi, je suis absolument persuadé que les entreprises sont un formidable outil de transformation. Il y a juste une notion de contexte. Depuis la révolution industrielle, et d'autant plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vit dans une espèce de fable, de conte de fées, où on nous a raconté, où on s'est inventé cette fable, qui dit qu'on vit dans un monde sans limite, sans fin, et qu'on peut consommer à excès sans qu'il y ait de conséquences. Et en fait, on est en train tous de sortir de ce mythe, plus ou moins vite, plus ou moins rapidement, et de s'en rendre compte. Et je pense que le plus grand des challenges qu'on a à passer, il est plutôt d'ordre sociologique, qui est comment on peut passer d'une société sans contrainte à une société où on doit être plus frugal, et ça rejoint ce que disait Com à l'instant, et une société qui accepte la contrainte. Alors c'est difficile à dire, on voit avec la pandémie un joli bêta-test de ce qu'est vivre avec des contraintes ou sans contraintes, et on voit à quel point ça peut craquer. Je voulais juste citer Michel-Ange, parce qu'il a une phrase qui est vraiment incroyable pour moi, qui est de dire que l'art naît de la contrainte et meurt dans la liberté. En fait, la contrainte devient une source de création. Et les entrepreneurs, quelque part, c'est des alchimistes de la contrainte, en fait. Ils prennent ces contraintes, qui sont quelque part du plomb, et ils en font de la valeur, qui peut être de l'or. Et je pense que ce moment-là, il s'inscrit dans le quotidien des entreprises. On gère de la contrainte en permanence, de la contrainte industrielle, de la contrainte technique, de la contrainte commerciale. Donc, une contrainte comme ça, je pense que les entreprises sont capables de le vivre. Et en fait, je fais souvent le parallèle, et on va en parler après avec le digital.
Mais la transformation digitale que les entreprises ont vécue, c'est un vrai moment darwinien. Il y a ceux qui vont pouvoir s'adapter à ce changement d'environnement et les autres. Et je pense que le moment qu'on vit avec la transition écologique est exactement de la même nature. Un moment darwinien, une nouvelle donne. Bon, ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est qu'il y a des expériences assez différentes, et j'aimerais avoir le point de vue d'une grande entreprise. Franck, est-ce que tu partages l'avis d'Éric, à savoir que la contrainte, finalement, elle permet à l'entreprise d'être un des meilleurs vecteurs pour faire avancer les choses? Oui, alors tout à fait, il n'y a pas de doute. L'entreprise, c'est une grande partie de l'activité économique d'un pays. Et en fait, on est parti très, très haut en termes de débat. Moi, je vais ramener ça à comment est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Et il y a quelques règles de base. D'abord, il faut un chef d'entreprise qui ait des convictions, qui ait une vision, qui ait de convictions. Sans ça, on n'avance pas. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est sûrement pas suffisante. Parce qu'une fois qu'on a ces convictions, même cette vision, eh bien, l'entreprise peut ne pas avancer. Après, il faut trouver d'une manière ou d'une autre, et on en parlera au cours de ce débat, des façons de développer des capacités d'entraînement des équipes, parce que ce sont les équipes sur le terrain qui font. Si on veut que les choses bougent, eh bien, ça sera sur le terrain qu'elles vont bouger. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le chemin, on sait à peu près le définir, même si on sait qu'il est compliqué pour l'entreprise, mais la capacité de l'entreprise à transformer une contrainte en avantage, en bénéfice, parce que c'est quand même l'essence de son existence, elle est tout à fait possible. Ce qui, moi, me paraît complexe, dans un grand groupe dans lequel j'ai vécu, c'est de développer cette capacité d'exécution, parce que cette capacité d'exécution, elle doit être locale. Et ce n'est pas par décret que vous allez définir cette exécution, mais il va falloir trouver à convaincre les gens qui, par chance, sont aussi des citoyens qui arrivent aussi à amener ces phénomènes de transformation. Très bien, Florence, toi qui es pionnière, qui est très engagée, quel a été pour toi le rôle de l'entreprise dans l'accomplissement de ton projet? Bon, moi j'ai décidé de créer ma boîte parce que j'étais convaincue, parce que je voulais faire quelque chose pour préserver la biodiversité. Et comme j'avais des enfants, ils mettaient des couches jetables, je me suis rendu compte que j'en jetais des tonnes. Du coup, c'est la raison d'être de ma boîte de couches lavables, c'était trouver un moyen. Donc c'est un peu comme vous disiez, la contrainte finalement, on s'y retrouve. Tu vois, c'était parce qu'on n'était pas d'accord sur la contrainte à la base. L'idée, c'était de me dire les couches jetables, c'est pas possible, les couches lavables, on n'en veut pas, mais est-ce qu'on peut pas réinventer les couches lavables pour les rendre acceptables aujourd'hui? Et c'est le pari que je me suis fait. Donc comme tu disais, la vision de l'entrepreneur, moi, ma vision, c'est de préserver la biodiversité. Donc, on le vit, c'est dans les contrats de travail de chacun, c'est dans l'objet social. Donc, c'est tellement évident que la question ne se pose pas de se réinventer. Et toi, au départ, tu n'étais pas faite pour être entrepreneuse, forcément. Ça a été une façon de créer ton... Oui, c'était simplement... j'étais dans un grand groupe en plus. C'était simplement que je ne comprenais pas forcément le monde dans lequel on vivait. Et il fallait bien que je crée le mien, en fait, tout simplement. Donc, je n'ai pas eu le choix que de créer ma boîte pour me sentir à l'aise dans à la fois ce que je pensais, ce que j'avais envie de faire, et avoir les moyens de le faire. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est plutôt une opportunité de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Éric, le lieu... La House of Co-Design, elle a été pensée et réfléchie dans cette dynamique de neutralité carbone et d'influence. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. En fait, à partir du moment où on est une société plutôt de conseil, on se dit au début, on n'a pas trop d'externalités négatives, donc on n'a pas d'empreinte, et en fait, on se rend compte, à partir du moment où on a un lieu comme le nôtre, ici, qu'on va accueillir des gens, et que les gens vont se déplacer, qu'ils vont consommer des choses, et qu'il y a tout un process de consommation et d'émissions et de contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on s'est dit, on va attaquer ça en trois points.
Le premier, c'est réduire notre empreinte, concrètement, de notre activité. Donc ici, c'est un lieu, il y a zéro plastique, c'est un lieu où il n'y a pas une capsule Nespresso ou autre. Sur un lieu comme ça, on a 3000 personnes, c'est 10 000 doses par an qui sont économisées. C'est plus de 5000 bouteilles d'eau qui sont économisées puisqu'on a une fontaine Castelli. On n'a pas de couvert en plastique, etc. Donc là, on a réussi à réduire ça. On allait encore plus loin en étant en circuit court avec tous nos fournisseurs, c'est-à-dire que notre pâtissier est dans notre rue, notre traiteur est à 400 mètres d'ici, ils ont tous aussi des démarches qui vont dans notre sens, donc on agrège des gens qui nous ressemblent, et donc ça permet de réduire l'empreinte. Après, une fois qu'on a tout réduit, il reste à compenser ce qui reste. Et donc on a un programme de compensation qui s'appelle One Man One Tree, qui fait qu'on plante pour chaque visiteur un arbre, donc ça compense déjà son voyage ici, s'il vient en voiture, même si on pousse tout le monde à venir en vélo ou en transport en commun. Ces arbres sont plantés en Indonésie et ils permettent des compléments de revenus à des agriculteurs qui vont rester sur leur terre, donc il y a aussi un impact social. On a planté 3000 arbres, donc ça commence à correspondre à quelque chose. Et on est allé plus loin puisque aujourd'hui on compense tous nos voyages de nos collaborateurs, mais même leurs vacances. C'est-à-dire qu'on a fait un petit calculateur sur nos tableurs et chaque année on compense les vacances de chacun en voiture, en avion, on a fabriqué ça et en fin d'année on compense tout ce qui a été fait. Et puis on a un troisième registre qui est le fait d'influer des visiteurs. À partir du moment où on a des gens qui viennent ici, on a 3000 personnes. Une vraie année, comme l'année dernière, pas comme cette année, on a 3000 personnes qui passent, et on utilise notre lieu comme un démonstrateur, et surtout, démonstrateur de c'est possible, et il n'y a pas de petits efforts, et surtout, on commence chaque moment ici, puisqu'on est sur la logique d'intelligence collective, de collaboration, d'entraide, par une phrase très simple qui est « on ne peut plus faire contre les gens et contre la planète ». Et ça transcende nos ateliers, en étant sur des innovations qui tendent à être responsables. Voilà. Bravo Eric, tu fais ta part, comme le colibri, mais on peut se poser la question aussi de financement à plus grande échelle, à l'échelle internationale ou à une échelle plus globale. Donc Time for the Planet est un projet super ambitieux. Tu peux peut-être nous en parler? Oui, avec plaisir. Effectivement, Time for the Planet, c'est un outil citoyen qui a pour ambition de faire un impact contre le dérèglement climatique, mais à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. En fait, on était 6 entrepreneurs, on était terriblement impuissants face à ce dérèglement climatique. On lisait des choses, on lisait le rapport du GIEC, on lisait dans les journaux, et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voter un peu différemment. Certes, mais bon, pour autant, il y a encore des Donald Trump sur la planète. On peut essayer de changer un petit peu nos habitudes de consommation, mais avant de convaincre 7 milliards d'êtres humains de faire pareil, c'est difficile. Et donc, on s'est dit qu'on allait miser sur l'entrepreneuriat, sur l'entreprise, pour essayer de faire notre part aussi, mais de créer un outil qui soit vraiment très puissant. Et donc, on a décidé de créer Time for the Planet. Notre mission, c'est de lever progressivement 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui sont pensées et paramétrées de A à Z contre les gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment une mission très spécifique. On a un outil citoyen, un fonds d'investissement citoyen ouvert à tous, et on fédère à la fois donc des individus mais aussi des entreprises. On lève cet argent et on va détecter les meilleures innovations contre les gaz à effet de serre, contre le CO2, contre le méthane. On va trouver les meilleurs scientifiques, leur adjoindre un entrepreneur aguerri et les financer pour qu'ils puissent transformer cette innovation en entreprise. Donc on mise sur l'entreprise à 2 niveaux. D'une part parce qu'on pense que c'est ces entreprises qu'on va créer qui vont pouvoir porter cette innovation, la vendre et la déployer à l'échelle mondiale. Mais on mise aussi sur l'entreprise parce que l'entreprise peut devenir associée, peut financer, peut rentrer dans ce fonds d'investissement à but non lucratif aux côtés des citoyens pour financer et nous aider à déployer ces innovations. Donc c'est intéressant, nous, notre approche est vraiment de dire il n'y a pas de héros du climat. Il n'y a pas d'un côté les citoyens qui font tout bien et puis d'un autre côté les entreprises qui sont vraiment le méchant capitalisme qui détruit la planète. C'est pas vrai. Moi, la première, dans tout ce que je fais toute la journée, je me déplace, je mange, je m'habille. En fait, je participe au dérèglement climatique parce que, puisque le système est carboné, toutes nos activités ont un impact sur le dérèglement climatique. Donc il n'y a pas d'un côté
les entreprises qui veulent nuire et de l'autre côté les citoyens qui font tout bien. Il y a un système qui est conçu sans prendre en compte les contraintes et qu'il faut transformer. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est le transformer collectivement. Donc aujourd'hui, on a des petites boîtes, des TPE, des PME, des grands groupes qui deviennent associés de Time for the Planet avec des citoyens, avec des associations, avec des collectivités locales. Et ensemble, on se dit qu'on va trouver les innovations dont les grands groupes, les petites entreprises et les citoyens ont besoin pour décarboner cette économie. Et on veut non seulement les trouver, les identifier, les financer pour qu'elles existent, mais on veut aussi les rendre en open source, comme vous l'avez dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, notre ambition, c'est pas seulement de résoudre des problèmes et de créer 100 entreprises, mais c'est créer finalement 100 marchés, 100 filières mondiales. Donc à chaque fois qu'on va déployer une innovation et la financer, on va dire à n'importe qui sur la planète: tu veux faire la même chose, tu veux créer ton entreprise et t'enrichir avec cette idée, très bien, tu nous le demandes et gratuitement, on te met à disposition l'innovation. Tu vas pouvoir créer ton business en Inde, en Afrique du Sud, au Canada, parce que tout le CO2 capté à l'échelle de la planète fait qu'on a moins chaud à Paris globalement. Donc on pense que les brevets c'est très bien en temps normal, quand on a 10 générations pour résoudre un problème, sauf que sur des sujets urgents, et on l'a vu avec le gel hydroalcoolique par exemple, on est quand même très content que ce soit en open source et que d'un coup L'Oréal, LVMH et plein de petits producteurs puissent se mettre à en produire. Eh bien, on se dit que l'idée c'est vraiment de trouver les équivalences sur les gaz à effet de serre. Donc on se conçoit comme un dispositif d'urgence citoyen où tout le monde peut participer pour inventer, choisir le monde de demain et le décarboner le plus vite possible, puisqu'on considère qu'on n'a qu'une seule génération, pas pour commencer à agir, mais pour avoir réussi. Et donc il faut trouver tous les moyens pour accélérer et déployer très largement toutes ces innovations et les apporter à tous pour participer à l'échelle mondiale et pas seulement faire son geste quotidien, ce qui est très important, hein, nous les premiers on le fait, mais pour pouvoir aller beaucoup plus vite, on a essayé d'inventer un dispositif d'urgence citoyen. Juste 10 secondes, juste pour nous dire où est-ce que ça en est là, Time for the Planet. Donc Time for the Planet existe depuis 1 an. On a commencé, on était 6 dans une petite salle. On avait un garage. Alors pas le garage, non, dans une petite salle. Pizzeria exactement. Mais il se trouve qu'on a lancé. Au début, on gagnait quelques associés, etc. Aujourd'hui, on a rassemblé plus de 1,2 million d'euros. Donc on est parmi les plus gros crowdfunding européens déjà, avec 7000 associés. Et pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ça va, en mars dernier, sur 1 mois, on avait rassemblé peut-être 10 000 euros avec 50 associés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et aujourd'hui, un mois qui passe, c'est plus 1000 associés, voire 1500, je crois, le dernier mois, et plus de 200 à 300 000 euros. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'exponentiel. Et aujourd'hui, notre prochaine étape, c'est de rassembler en 2021 10 millions d'euros, notamment avec des fonds d'investissement, des family office et des entreprises. Donc, moi, je rencontre des COMEX 2 fois par jour de tous les grands groupes pour essayer de les convaincre de nous rejoindre, de créer des synergies ensemble pour créer nos 3 premières entreprises en 2021 qui auront cet impact mondial et préparer l'internationalisation du mouvement. Bravo. La classe. Com, peux-tu nous parler d'un ou 2 exemples que tu as trouvés ou que tu trouves exemplaires ? C'est difficile d'intervenir après ça parce que c'est impressionnant et ça force le respect parce que ça a une envergure qui est à l'échelle du défi, et c'est bien souvent le problème, c'est que les mesures un peu minimalistes et réformistes à la marge apportent pas les solutions dont on a besoin aujourd'hui. Donc chapeau. Moi j'ai découvert les existences très récemment de Time for the Planet. Donc je vais donner un exemple très très particulier d'une entreprise que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans. C'est une entreprise qui essaye de réinventer, parce que ça existe depuis en fait assez longtemps, les véhicules à air comprimé. En fait, l'invention porte surtout sur le moteur à air comprimé qui permet de délivrer une énergie mécanique à partir simplement d'un stockage d'air comprimé dans des bouteilles de plongée assez classiques. Ça a beaucoup d'avantages, entre autres celui d'être simple, c'est-à-dire d'être facilement réparable, d'être avec des matériaux facilement qu'on peut construire relativement facilement. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette entreprise, c'est à la fois l'innovation, que j'aime bien, parce que à la fois ça rend un service qui aujourd'hui est fourni par des technologies incroyablement complexes. Il suffit d'avoir essayé de réparer sa voiture une fois pour comprendre qu'on n'est plus capable de rien avec nos technologies. Donc ce moteur est à la fois, cette technologie de déplacement individuel est à la fois très simple, et le modèle économique de l'entreprise m'a aussi paru très convaincant, parce qu'au lieu de faire une usine qui va inonder l'Europe avec la structure de la voiture qui sera ensuite assemblée à l'échelle du monde, ils parviennent à créer en fait
sur un site, à l'échelle d'un territoire, d'une région en général pour la France. Il prévoit de déployer une entreprise qui gérera tout le cycle de vie de la voiture, c'est-à-dire évidemment sa production, mais aussi ses réparations, sa fin de vie, etc. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un projet vraiment intéressant. Le seul problème pour l'instant, c'est que l'énergie air comprimé, enfin le stockage, le vecteur énergétique de l'air comprimé n'était pas homologué par la Commission européenne et donc ils en étaient à un stade un peu juridique. Ah oui. Voilà. Il y a toujours la partie administrative, effectivement. Une autre contrainte. Et des contraintes, encore une fois. Donc on vient d'entendre des exemples assez vertueux là, mais évidemment tout ça ne se fait pas tout seul et ne se fera pas tout seul. Donc de façon plus générale, comment les entreprises peuvent s'y prendre, surtout non pas celles qui sont en création, on voit que c'est déjà difficile, mais alors pour celles qui sont établies, qui ont un passé, un historique, qui sont des structures, qui ont de l'international, donc qui rayonnent partout dans le monde avec toutes les différences de culture, etc. Quelles sont leurs contraintes et comment les dépasser? Oh là là, la question est vaste. Nous, par exemple chez Vinci, mais chez Danone, c'était la même chose. On est parti du concept de performance globale. C'est-à-dire on n'oppose pas la performance économique, la performance sociale ou environnementale. Pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'un qui fait la courte échelle à l'autre et l'autre à l'un, et donc c'est intimement lié. D'ailleurs, j'aime bien le concept, et le monde financier commence à bien nous aider de ESG, parce qu'on oublie aussi les aspects de gouvernance. Les aspects de gouvernance sont importants parce que dans les conseils d'administration, maintenant de plus en plus, on voit que les orientations prises par les entreprises sont validées, et donc sont validées parce que le monde de la finance a bougé également, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc ces éléments-là, je vais les illustrer. Moi j'ai été frappé chez Danone, vous avez tous entendu parler du projet Grameen Danone, et Grameen Danone au Bangladesh, et moi j'ai été face à des ingénieurs à qui on a dit cette usine de transformation de lait, il faut la faire pour 500 000 euros. Or, dans les canons de construction d'une usine, c'est de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Et donc, la première réponse, c'est ce n'est pas possible. Et puis, on leur a dit essayez quand même. Ils sont arrivés, ils ont dit plutôt que d'acheter du matériel neuf, on va acheter du matériel d'occasion, des pompes, etc. Et puis ils disent on arrive à 3 millions d'euros. On a dit non, c'est 500 000 euros. Après, ils sont allés sur le marché africain, acheter des pompes qui sont de deuxième main, troisième main, quatrième main, des pompes à 1000 euros, etc., qu'ils ont assemblées. Et puis le chauffage, ils ont mis des tubes sur le toit, et puis ils ont fait l'usine à 500 000 euros. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Mais on voit bien que, à la fois, dans l'exemple que je viens de prendre, il y a une impulsion du haut, mais l'exécution, elle est hyper locale. Et donc, quand vous voyez ça, ça vous donne foi en ce qu'il est possible de faire. Je vais prendre un autre exemple qui sont opposés, mais pour faire toucher du doigt la difficulté pour un grand groupe. Chez Vinci, on a une branche d'activité qui s'appelle Vinci Énergie, et en Allemagne, Vinci Énergie est le sous-traitant de tous les automatismes d'exploitation de la lignite en Allemagne. Voilà, donc quand vous êtes un grand groupe, est-ce que vous devez continuer à aider à exploiter la lignite? Ça va pas. Et donc, soit vous êtes le grand patron et vous dites vous arrêtez ça, et vous avez convaincu personne, soit vous dites aux équipes locales, trouvez-moi une solution. Et en fait, les équipes locales, elles ont dit on a arrêté, mais on a arrêté en se préparant, en faisant différemment. Et donc, après, tout n'est pas parfait, mais vous voyez que ce que je veux vous faire percevoir, c'est que en fait, c'est l'exécution locale qui compte. Je vais vous prendre un troisième et dernier exemple. J'ai la chance d'être au comité des investissements d'un assureur. Donc, un assureur, il gère des milliards d'euros d'investissement, et donc le poids de la gestion d'actifs sur nos sujets, il est essentiel. Et à la G2R La Mondiale, c'est un groupe qui travaille sur l'assurance santé. Et on investissait massivement dans l'industrie du tabac. Parce que les rendements sont bons. Ah oui. Et j'ai mis des années à convaincre que c'est juste pas compatible. Il y a des sujets qui deviennent totalement incompatibles. Donc voilà, c'est pour vous montrer que rien n'est facile, que les chemins sont un peu escarpés. Ce que je pense, moi, c'est que il faut donner un cadre d'action aux gens qui exécutent. Avec Danone, on a fait Danone Way. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que
quand tu disais le point de départ, c'est il faut faire une usine pour 500 000 et non pas pour 2-3 millions. Bah, pourquoi c'est ça le point de départ? Parce que, ok, vous avez eu une résolution assez vertueuse qui était d'aller chercher des machines d'occasion en Afrique, mais la résolution simple, c'est de dire bon, on va embaucher de la main-d'œuvre pas chère, donc pourquoi le point de départ? Parce que pourquoi le point de départ? C'est pas, enfin, la problématique posée n'est pas pourquoi ne pas créer le challenge serait plutôt de créer une usine sans cramer de la matière première. Créer une usine avec déjà des choses existantes. Ça donnerait plus la vision. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que le point de départ, quand même, il doit être beaucoup plus motivant. Enfin, il doit être sincère dès le départ. Sinon, on peut traduire ça de n'importe quelle façon. Enfin, alors, c'est là où je suis pas d'accord. J'ai dû utiliser un raccourci en prenant le point de départ. À ce niveau-là, le point de départ ne peut pas être celui-là. Le point de départ, il a été, dans le cas du Bangladesh, c'est nous devons produire très proche de nos lieux de consommation. Okay. Et donc, et avec de la main-d'œuvre qui est celle qui consomme. Donc c'est de l'hyper local. Donc le point de départ, il a été celui-là. Et après, comme on est au Bangladesh, pour que ça puisse exister, on est arrivé à un dimensionnement de prix possible d'une usine qui produira d'ailleurs un yaourt dont les habitants sont capables d'acheter. Donc j'ai été un peu rapide. Mais c'est vrai, donc il faut prendre cet élan-là. Hein. Je pense qu'en effet, le message, il doit être assez clair dès le départ, même dans un grand groupe, pour emmener tout le monde. C'est qu'il faut une forme de sincérité sur la vision et là où on va emmener les gens. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas s'approprier le sujet. Donc je pense qu'il y a une espèce de bon sens sur la sobriété, où enfin, chacun a ses mots pour parler de la transition écologique. Enfin, tout le monde a ses propre façon d'en parler ou ses propres moyens pour la transformer. Et même moi, je suis toute petite, donc c'est facile, hein, on est 12, c'est facile de discuter. Mais dans un grand groupe, j'imagine que localement, chacun a des initiatives. Si tout le monde se reconnaît dans la vision globale, chacun est capable de témoigner et d'expliquer ce qu'il fait à son niveau sans que ce soit toujours descendant. Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que les démarches top-down, elles sont bonnes pour exprimer une conviction et une vision. Mais après, ainsi, par exemple, c'est 3700 business units. Donc, de toute façon, la capacité de savoir ce qui s'y passe, de les contrôler, n'existe pas. Mais il n'y a pas un type quand même qui dit exactement ce qu'il faut faire? Surtout pas. On va donner un cadre général en disant chez Vinci, il y a quelques principes, il y en a 8. En disant, qui sont très très précis. Et si vous rentrez dans ce cadre-là, c'est très bien, mais après, chaque initiative, vous êtes au Mexique, vous avez décidé de faire ça, vous êtes en Rhône-Alpes, vous avez décidé de faire ça, c'est très bien. La somme de ces initiatives, on est persuadé, et puis ensuite, la réplication des initiatives réussies font que ça prendra. Je peux vous donner un exemple de ce qu'on fait chez Time for the Planet. Quand les entreprises décident de financer Time for the Planet, on leur propose de déployer au sein de l'entreprise ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Donc c'est des méthodes où on va permettre à tous les gens sur le terrain de s'auto-organiser. Donc on va les former, on va leur donner des petits kits, des petits outils où ils vont pouvoir communiquer entre eux. Et en fait, du coup, les gens qui sont intéressés pour être bénévoles vont se retrouver entre eux. Ça va casser les silos. Ils vont être certains des RH, certains dans telle ville, etc. Et ils vont créer entre eux plein de petits projets. Et donc on leur donne juste les méthodes, les outils, et ils vont pouvoir en interne faire remonter plein d'initiatives pour que ce soit pas justement juste l'entreprise a décidé de devenir associée de Time for the Planet, c'est sympa pour l'image, certes c'est vrai aussi, c'est bien pour l'engagement pour la planète, c'est bien aussi, mais en fait on va pouvoir déployer une espèce de plateforme d'engagement et d'animation pour les collaborateurs qui va permettre de donner une cohérence en se disant ok, le patron a dit on y va, mais il y a des gens qui sont associés collaborateurs, associés individuels, et en plus on leur donne une plateforme pour se retrouver entre eux et pour transformer les projets en interne et créer une espèce d'imaginaire commun, un récit commun et collectif qui est aligné avec la vision de l'entreprise pour déployer les efforts et pour permettre vraiment de lutter contre le dérèglement climatique à tous les étages, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut décarboner la société et le système économique, c'est en alignant tout le monde sur un même objectif avec des moyens simples de passer à l'action.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. Il n'y en a pas d'autre qui marche. Il n'y en a pas d'autre qui marche. Et c'est pas parfois un peu bisounours quand même, parce que on parle comme ça, mais après, une fois qu'on a les bilans annuels de ces boîtes, on compare qui a le meilleur retour sur investissement par rapport à tel pays. Enfin, c'est un peu chacun se... Non, je veux dire, c'est jusqu'au bout, on va calculer, essayer de mesurer. Je sais que c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident. Ensuite, à partir du moment où on considère que le point de départ, c'est la performance globale qu'on va mesurer, un patron qui nous dit j'ai une bonne performance économique, mais qu'on regarde sa performance environnementale qui est dégueulasse, il n'a pas une bonne performance. Okay. Donc voilà. Je me souviens d'une parole de Franck Ribou qui était intéressante. Il dit: quand j'ai un patron qui a de bons résultats économiques mais pas de bons résultats environnementaux, j'essaie de le convaincre. Quand j'ai un patron qui a de bons résultats environnementaux mais qui n'a pas de bons résultats économiques, je le vire. Et alors c'est très dur, mais en fait on voit bien ce qu'il veut dire. Okay. Et il a raison, parce que s'il n'y a pas de résultat économique, de toute façon vous ne pouvez rien faire. Bien sûr. Non, mais si vous n'avez pas le résultat environnemental, vous ne pouvez rien faire non plus. Bien sûr, mais les échelles de temps ne sont pas les mêmes, et c'est là la grosse difficulté. Je ne suis pas sûr justement que les échelles de temps ne soient pas les mêmes. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, c'est le problème d'une génération, c'est pas à 50 ans. Pas... Oui, je suis d'accord, sauf que le temps que l'entreprise prenne ça en compte est contradictoire avec le temps qui nous reste pour qu'elle le prenne en compte. C'est la grosse difficulté. Je pense que c'est le gros défi de l'entreprise aujourd'hui, de savoir non pas où il faut faire mieux et comment faire mieux, mais de savoir couper les activités qui ne sont plus compatibles avec le monde d'aujourd'hui. Vous évoquez par exemple beaucoup de Danone. Est-ce que c'est compatible avec le monde d'aujourd'hui? Pardon, je vais rentrer dans ce registre, mais je pense que c'est nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des milliers de mètres cubes d'eau en bouteille qui circulent, même si la bouteille est faite en amidon de patates? C'est peut-être juste pas compatible. Oui. Et je pense que la frilosité, évidemment, des entreprises à franchir ce cap-là, elle est bien légitime pour plein de questions, y compris sociales. Mais c'est ça, la vraie innovation d'entreprise aujourd'hui, ça devrait être ça, d'anticiper l'énorme transformation, notamment en termes d'emploi, que va impliquer la mise en compatibilité avec la trajectoire de l'accord de Paris et les objectifs de biodiversité, etc. C'est ça la vraie innovation. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il y a des ruptures stratégiques à opérer par l'entreprise. Moi, je peux vous citer l'exemple de quand Danone a choisi de travailler sur les aliments santé. Il a fallu abandonner les champagnes pommeries, qui étaient hyper rentables, la bière Kronenbourg, qui était hyper rentable, Marie Surgelée, qui gagnait beaucoup d'argent, Carambar, etc., etc. Et donc, quand vous êtes dans une situation d'entreprise et que vous avez des usines, vous avez des salariés derrière, vous avez de la rentabilité, des actionnaires, etc., la rupture stratégique à opérer, elle est très violente. Et ceci dit, vous regardez l'avenir, si on ne la fait pas, alors là, du coup, les résultats économiques ne seront pas là du tout. Bon, moi, j'étais intéressée, Colline, par cette idée de la galaxie de l'action, parce que quelque part, comment dire, on peut faire un parallèle aussi avec tout ce qui est digital, c'est-à-dire qu'à un moment, les projets, s'ils ne sont pas accompagnés, si on rentre par le mauvais bout et si surtout on ne donne pas une impulsion dans l'ensemble de l'entreprise, ça ne marche pas. Donc Eric, j'aimerais bien, je crois que c'est cette réflexion-là sur le change management en fait, qui a présidé à ta réflexion sur Carbon Hack. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Notre job depuis de nombreuses années, c'est d'accompagner des grandes entreprises sur les sujets de transition digitale. Et il y a beaucoup de similitudes entre transformation digitale et transition écologique. En fait, c'est les mêmes ressorts qui sont derrière. En fait, c'est un vrai sujet de change au sens de changer les comportements, les habitudes, les logiques, changer le logiciel qui est dans la tête des gens et des dirigeants. Et en fait, c'est pas un sujet technique. Et en tout cas pas au début. À un moment, ça devient un sujet technique. Et nous, on s'est rendu compte que depuis 15 ans, à chaque fois qu'une entreprise rentrait par la technique, par la tech, avec des DSI, pour ne pas les citer, on était à peu près certain que le projet allait se planter. Parce qu'en fait, c'est un projet,
qu'il y a de tels changements. Je ne dis pas juste améliorer un petit truc. Quand on veut vraiment changer les choses, il faut être capable d'embarquer les gens. C'est ce que disait Florence tout à l'heure. S'il n'y a pas une vision partagée, s'il n'y a pas ce commun qu'on veut construire, ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas être une injonction. On ne peut pas dire demain vous changez. Les gens vont changer ou pas changer, mais n'empêche qu'il faut les accompagner. Et en fait, on a imaginé un programme pour accompagner les entreprises et les collaborateurs qui veulent vraiment s'y mettre. On n'est pas dans, nous, là, comme peut le faire le super beau projet de la fraise pour le climat, on n'est pas à essayer de convaincre les gens, on veut travailler avec des gens qui sont vraiment convaincus, qui ont envie d'agir. Ce qu'on s'est rendu compte en regardant nos clients, qui sont des grandes entreprises, c'est que sur ce sujet de la transition écologique, il y avait une énergie, un temps et des moyens économiques incroyables sur la phase de bilan carbone, de bilan environnemental, avec des choses incroyables, des rapports de 500, 600 pages qui sont produits, qui sont là, qui mettent des mois, des années à sortir. Et en fait, j'avais un peu le sentiment de me dire, mais c'est un peu comme si j'arrivais très malade à un hôpital, et pendant 6 mois, on fait des IRM, on fait des scanners, on fait des trucs dans tous les sens, puis à un moment, je suis mort. Parce qu'en fait, on a passé tellement de temps à diagnostiquer qu'on ne m'a pas soigné. Et je pense que le vrai sujet, c'est de soigner, en fait. Et avec Carbonac, donc c'est le nom du programme, ce qu'on veut, nous, c'est passer alors être sérieux, mais passer le moins de temps possible dans cette logique de diagnostic. On a imaginé une solution où on va aller s'appuyer sur l'intelligence collective. Donc on a un questionnaire qui va partir à tous les collaborateurs. Donc déjà, on les engage dans un petit changement, une petite action. Et ils vont répondre à 15 questions. Avec ces 15 questions, on va paramétrer un configurateur, un calculateur, qui va nous permettre de dire, bah voilà, le bilan, grosse maille, c'est ça. Parce qu'en fait, 500 pages, c'est incommunicable. Arriver avec un bilan de 500 pages, c'est l'objet, il n'y a pas pire, en fait, pour embarquer les gens. De se dire, OK, il y a ces éléments-là, et à la plupart du temps, les gens regardent ce bilan et ne savent pas comment faire. Donc là, c'est déjà un point important qui est dans la simplification pour que tout le monde adhère. Parce que si, et on parle toujours de ce sujet-là, si les gens n'adhèrent pas, ils ne changent pas. Le second point dans Carbonac, c'est de volontairement s'adosser aux gens comme Florence, mais avant qu'ils partent de la boîte, qui sont les early adopters, les gens qui n'acceptent pas quelque chose ou qui veulent un changement et qui sont prêts à agir pour ça. Et les early adopters, dans n'importe quelle organisation, c'est 10, 12, 13% du public qui est là. Et donc nous, le but, et c'est ce qu'on fait dans le digital depuis toujours, c'est de s'appuyer sur ces gens-là, et ces 10-15%, on va les appeler des carbon hackers. C'est des gens qui vont avoir pour mission d'identifier dans le bilan carbone des initiatives fortes pour casser du carbone dans cette partie-là, si c'est dans les approvisionnements, si c'est dans la logistique, si c'est dans la production. Et l'initiative, elle est dans ce bilan, s'appuyer sur ses collaborateurs et surtout les encadrer, parce qu'en fait, très souvent, les gens ne savent pas comment s'y prendre, et on en parlait aussi avec Franck tout à l'heure, comment on donne ce cadre et comment des gens qui ont un boulot, par ailleurs, et ils sont là pour ce boulot, ils sont payés par l'entreprise pour ce boulot, comment on les accompagne et comment, avec des méthodes comme le design thinking, comme le co-design, comme les méthodes agiles, comment on va fabriquer des prototypes qu'on va tester, qu'on va améliorer, et puis ces carbon hackers vont avoir la grande chance de les porter dans leur boîte, de les généraliser et de les mettre à l'échelle. Donc ça rejoint un petit peu Time for the Planet sur cette partie mise à l'échelle. Et là aussi, quand on rentre dans le programme Carbon Hack, toutes les initiatives sont open source. C'est-à-dire que si un client trouve un truc, il sera partagé avec tous les autres clients qui voudront participer à ce projet. Voilà. Super projet. Et on enverra des invitations dans les prochains jours pour rentrer un peu plus dans les détails de ce projet. Ok, tu as beaucoup parlé de mesures dans ce qui a motivé Carbon Hack. Est-ce que, Florence, qu'est-ce que tu as à dire sur la mesure? Parce que je crois que ça a été important justement dans la légitimité de ton produit, d'apporter des mesures nécessaires et des garanties qui étaient demandées par peut-être tes fournisseurs, tes clients, etc. Voire tes financiers. En fait, pas vraiment, puisque les seules mesures souvent que les gens veulent entendre, c'est que l'entreprise va bien et que tout va bien. Et que
pour le reste, franchement, tant mieux si on est écolo, et puis c'est tout, quoi, honnêtement. Et du coup, ce qui est intéressant, enfin, nous, comme on a été disruptif avec des couches lavables modernes, innovantes, on a été obligé de rendre très scientifique notre approche dite écolo. Donc avec des analyses de cycle de vie, avec beaucoup d'éco-conception, en parlant avec les fournisseurs, les parties prenantes, en leur expliquant notre engagement, notre démarche, pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions pour nous et des solutions dans leur boîte. Enfin, le comptable, je comprenais rien au compte de résultat. Je lui ai dit, bon, on va mettre des mots que je comprends, on va mettre des mots, enfin, on va changer l'ordre des choses pour que ce soit mieux. Bon, au final, ce compte de résultat, il l'utilise pour d'autres boîtes, ça c'est marrant. En fait, on va apprendre simplement à peut-être pas mesurer, mais à se parler, enfin, à ce que les gens qui ont des savoir-faire différents se rencontrent et comprennent qu'on peut être plus agile, le nouveau mot, plus agile, plus éco, on peut faire plus d'éco-conception, de l'éco-développement, et que c'est pas contradictoire avec de la rentabilité. Au contraire, souvent on est frugal, on est plus sobre, on trouve des trucs très faciles à mettre en place. Et du coup, l'un n'est pas antinomique à l'autre. Donc c'est vrai que les textes, enfin les rapports qui 500 pages, etc., on a l'impression que c'est compliqué, que c'est une punition. Alors nous, comme on est petits, on est 12, enfin dans n'importe quel grand groupe, on peut se réunir à 12, j'imagine. Probablement, oui. Ouais. Et ben, à 12, on fait ce qu'on appelle, nous, à notre niveau, un point hebdo, c'est-à-dire toutes les semaines, même si on n'a rien à se dire, on se voit quand même. Quand je dis quand on n'a rien à se dire, c'est souvent on pourrait croire qu'un point hebdo, c'est une réunion pour aborder un sujet qui est du reporting, qui est d'éteindre un incendie. Enfin, quand je dis éteindre un incendie, c'est résoudre un gros problème, etc. Eh bien, ce point hebdo, on le fait. Moi, je suis juste un peu animatrice. Je prépare jamais cette réunion. Pour moi, c'est pas une réunion. La parole est libre et chacun parle de ce dont il a envie de parler, donc soit des succès qu'il a eu cette semaine, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce que font les uns et les autres, ou des problèmes. Et nous, les problèmes, c'est pourquoi les toilettes étaient sales, pourquoi c'est toujours la même personne qui descend les poubelles. Ça peut être aussi des sujets très concrets comme ça. Et on comprend en discutant qu'il y en a qui vont être très sensibles à la propreté, d'autres à la sécurité, d'autres à l'organisation, tout va être bien rangé. Et en fait, en discutant, tout le monde va trouver, on va trouver ensemble des solutions qui peuvent être très macro et très stratégiques pour la boîte, comme des petites choses du quotidien qui vont être utiles pour que justement que la mayonnaise prenne et que le plus gros objectif soit fait dans les meilleures conditions. Donc c'est cette espèce de petite mayonnaise hebdomadaire où tout le monde peut parler de sujets aussi bien assez petits, assez ridicules que des gros problèmes, qui fait qu'en tout cas nous c'est comme ça qu'on arrive à avancer, parce que même si la vision globale que je disais tout à l'heure, c'est faut préserver la biodiversité, faut réduire les déchets, c'est bien aussi de voir qu'au quotidien, on le fait, au quotidien on n'est pas négligent là-dessus, au quotidien on fait des petites actions, et c'est comme ça aussi qu'on embarque les gens, c'est qu'il y a cette forme de cohérence et de sincérité dont on parlait, mais elle doit en effet être concrète, à 2 mètres de soi, à 1 mètre de soi. En tous les cas, on voit bien que d'être pionnière, d'être motivée par une idée, ça libère pas mal des contraintes. Donc, Côme, on va parler justement 2 minutes du procès 5G que tu mènes actuellement contre les grands opérateurs, mais qu'est-ce qui t'offusque tant que ça ? Ça y est, c'est parti. J'ai 2 minutes. Tu peux prendre 5 minutes. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on se lance à corps perdu vers dans la construction
d'une infrastructure qui est quasi une infrastructure publique. Enfin, c'est une infrastructure tellement stratégique que certes c'est développé par le monde privé, mais c'est une infrastructure d'ordre public en n'ayant à peu près aucune idée de l'impact tant environnemental que sanitaire, que sur les libertés individuelles ou encore en termes de cybersécurité. Donc c'est sur ces 4 fondements que j'attaque les 4 opérateurs. Ça fait beaucoup. On a eu de bons échanges avec les différents avocats de ce groupe-là. Le procès, la première audience a lieu le 16 décembre, donc c'est tout bientôt. Et plus fondamentalement, en fait, il y a une attaque juridique, mais il y a aussi une attaque plus d'ordre politique qui n'est pas défendable devant un juge, mais qui est pour moi importante. C'est que, pour moi, cette technologie est un peu un symbole justement du capitalisme qui pose problème, c'est-à-dire qui crée des besoins à partir de rien, qui va nous rendre dépendants, comme on est aujourd'hui maintenant devenu avec les téléphones portables, il va nous rendre dépendants de certains objets connectés, il va nous rendre dépendants de certains systèmes de consommation. Or, ça, c'est complètement antinomique avec la question de la sobriété, avec les fondamentaux qui devraient un peu guider notre consommation et notre état d'esprit en ce moment. Donc c'est un peu tout ça que j'attaque à la fois, et ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est un thème qui a longtemps été entre les griffes entre guillemets des complotistes. C'est un thème qui a été desservi parce que voilà, moi au début quand j'ai commencé ce combat, j'étais très très mal vu en fait, parce que on me disait mais c'est un truc d'anarchiste en gros d'être contre la 5G, qui peut être contre le progrès. La question c'est qu'en fait aujourd'hui tout ce qui est un tout petit peu technologique c'est le progrès, donc c'est génial, et donc la France leader et rayonne dans le monde. Le truc, c'est qu'il faut passer ce cap-là, quoi. La France rayonne avec sa technologie, je pense c'est un peu dépassé. Donc voilà, la 5G pour moi était un peu un thème intéressant parce qu'il permettait d'ancrer le débat sur la question de la place que doit prendre le progrès technologique dans le débat contemporain. Et aujourd'hui, c'est parfaitement inexistant. Donc j'espère que ça changera. En fait, tu souhaites promouvoir le débat démocratique à travers, il y a de ça, si oui. je comprends bien. En fait, c'est dur de résumer mon combat sur la question de la 5G à une dimension. C'est vrai que la question démocratique est essentielle. J'ai été très investi dans la Convention citoyenne pour le climat et je crois beaucoup à cette nouvelle forme de démocratie, sans en faire un mythe en disant qu'il faut que ce soit généralisé à toutes les décisions. Il ne faut pas être dupe, la démocratie représentative a aussi beaucoup de bons. Simplement, il faut absolument intégrer plus le local. Vous donniez l'exemple à l'échelle des entreprises. C'est essentiel d'avoir des gens sur le terrain qui connaissent les réalités, qui peuvent adapter ça au cadre plus général. Mais sur la question de la 5G, je pense que le gros problème, c'est que c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'il n'y a pas de cap à la consommation globale. Cette chose-là va permettre de décupler les usages. Et là, je reviendrai sur une toute petite chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'a un peu pincé. C'est les entreprises polluent, il ne faut pas les diaboliser, etc. Ceux qui polluent, c'est nous qui consommons les produits des entreprises. J'adhère volontiers à cette vision, seulement il y a une étude du Shift Project qui a été rendue assez récemment et qui dit qu'en fait, on aurait en tant que citoyen à peu près 25% de nos émissions en levier pour changer la donne. Autrement dit, 75% de nos émissions ne dépendent pas de nous. Alors évidemment, il faut prendre avec des pincettes ce résultat qui est très compliqué à générer, voilà, mais je pense quand même qu'il y a certaines entreprises qui poussent à la consommation. C'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Sur la 5G, par exemple, il faut vraiment se boucher les oreilles et se couvrir les yeux en ce moment pour ne pas voir toutes les pubs qu'on se prend pour manger de la donnée. Il faut manger de la donnée, sinon... sinon, en fait, je ne sais pas quoi, sinon on va mourir, mais le nombre de publicités pour les forfaits débit limité, 65 gigas, etc., avec la fibre et compagnie, il faut qu'on consomme, et c'est cette chose-là qu'il faut tuer dans l'économie aujourd'hui. C'est, alors c'est peut-être un peu un pavé dans la mare, hein, mais c'est quand l'ordre économique et la stabilité économique, donc la stabilité sociale, reposent sur une croissance de la consommation individuelle, on court dans le mur. Sauf à la décarboner. Non, parce que le carbone est loin d'être le seul problème. Il vous faudra toujours plus d'espace pour construire vos usines, pour extraire vos matériaux. Aujourd'hui, la biodiversité est vraiment, j'allais dire quasi éteinte, mais elle est extrêmement mise en danger. Le climat n'y est pour rien du tout. Pour rien du tout. Ça deviendra une cause majeure d'extinction. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Mais aujourd'hui, il n'y est pour rien du tout, le climat. Tu vois, Hélène, si tu fais un plastique, si tu remplaces le pétrole par de l'amidon de maïs, tu déforestes.
tu prives des populations de denrées alimentaires. Donc c'est pas que la décarbonisation qui est en jeu, c'est toute la consommation. C'est toute la matière première, toute la planète qui a un lieu fini, c'est pas du tout infini. Et donc il faut bien à un moment donné changer. Enfin, juste pour répondre sur ce que tu disais, Bien sûr, mais pour t'expliquer un petit peu, c'est un petit droit de réponse. Alors déjà, quand moi je dis les entreprises, enfin il n'y a pas de héros du climat, les entreprises, nous notre enjeu à Time for the Planet c'est de pas, on dénonce pas et on cherche pas les coupables. Nous on estime que en gros on a un bateau qui coule, tu vois on est un peu dans le Titanic, et tu dis bah t'as deux solutions, soit tu vas voir le capitaine et tu lui dis franchement tu t'es bien moqué de nous, on va tous te couper la tête par exemple, c'est une très bonne idée, ou alors on lui dit tu sais où ils sont les canaux de sauvetage? Tu sais pas un peu où ils sont? Viens, montre-nous où c'est. Et puis après, quand on sera tous sur les canaux, on réfléchira à pourquoi t'as fait n'importe quoi. En fait, on pense que dans la société, il y a des gens très bien, plein d'organismes, des ONG, etc., qui ont pour but de dénoncer. Les citoyens, ils peuvent faire, nous on fait les marches du climat, on fait des choses comme ça, qui ont pour but de monter, de pointer du doigt ce qui va pas pour encourager le changement. Mais juste chez Time for the Planet, c'est pas le parti pris qu'on a. On dit plutôt que, en fait, on pense que les gens qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre ont aussi besoin d'innovation, et si on leur arrive et qu'on leur sert sur un plateau, ils seront plus enclins à les prendre, à essayer de transformer. La deuxième chose, c'est qu'on se dit, en fait, on peut pas le faire contre les entreprises, il faut le faire avec. Parce que j'ai aussi lu cette étude du Shift et je la trouve géniale. Ça donne à la fois des éléments pour dire que tu peux agir sur 25%, mais que le reste, c'est systémique. Et donc, de toute manière, il va falloir jouer avec les entreprises et pas contre. Sur ça. Et le troisième aspect, c'est qu'en se disant, on va aller mettre des galaxies de l'action au sein de toutes les grosses boîtes. En fait, tu transformes la compréhension des gens. C'est comme la fresque du climat qui se déploie dans des trop grosses boîtes comme Suez et qui va former tout le monde. En fait, si tout le monde prend conscience du problème et peut devenir acteur, en fait, par le terrain, tu vas aussi inciter les managers, tous ceux qui prennent les décisions au quotidien, à prendre en compte ces choses-là dans leurs décisions. Et la dernière chose, c'est que on n'est pas naïf chez Time for the Planet en disant allez, on va faire que des innovations high-tech, ça va être génial et on pourra tous consommer, on aura une croissance de folie. Évidemment pas. Ce qu'on dit, c'est que nous, on a 4 leviers sur lesquels on mise, et on mise sur des innovations qui sont high-tech, low-tech ou juste de business model. On n'est pas forcément pour aller créer des robots dans tous les sens, au contraire. Et les 4 leviers qu'on a, c'est produire sans émettre de gaz à effet de serre, donc zéro émission, l'efficacité énergétique parce que tant que en fait, l'énergie est encore majoritairement carbonée, il faut en utiliser le moins possible, la sobriété, donc ça on est à fond dessus, sur tout ce qui peut permettre la sobriété, allonger la durée de vie des produits et pas consommer à outrance, et puis la captation carbone, parce que ça le GIEC le dit, on a déjà trop émis pour tenir l'objectif du 1,5 ou du 2 degrés, donc de toute manière il va falloir capturer aussi du carbone. Et donc c'est en jouant sur ces 4 leviers qui s'inscrivent dans des temporalités différentes, qu'on veut essayer d'aller sur l'économie. Donc, on ne pense pas que toutes les entreprises sont vertueuses, loin de là. On dit juste qu'on préfère, nous, dans Time for the Planet, les associer à un mouvement de transformation et laisser aux autres le loisir de les pointer du doigt pour les encourager sur d'autres leviers que sont l'image, etc., à se transformer. Mais nous, on préfère le faire en fédérant, et côté un peu optimiste, un peu enthousiasmant, au lieu de dire, voilà, c'est vous les coupables, c'est vous encore et culpabilisés, parce que nous-mêmes, on se sentait impuissants, extrêmement culpabilisés en tant que citoyens, et on en avait marre d'être spectateurs. On s'est dit, ok, en fait, les gens, ils sont tétanisés par cette espèce de tsunami qui nous arrive et qui est monstrueux, qui est incompréhensible pour le cerveau humain. Je veux dire, moi, quand j'ai compris ce que ça voulait dire plus 2 ou plus 4 degrés, et que c'était pas genre qu'il ferait 37 au lieu de 35 au bord de la piscine l'été, mais le choc, en fait, quand les gens se mettent à comprendre, soit ils font une dépression, soit ils veulent changer de boulot tout de suite, enfin, c'est très compliqué. Et donc, pour embarquer les gens, nous, mais c'est notre parti pris, on pense pas que c'est le seul, on décide de se dire qu'on va jouer sur l'action, l'optimisme et faire un mouvement ensemble. Par contre, on n'est pas naïf, il faudra énormément de changements individuels, de comportement, et il faudra beaucoup de régulation, évidemment, parce qu'en fait, ça sert à rien tout ça, les innovations, si on dit, allez-y, c'est la fête, continuez à faire tout ce que vous voulez. Donc, il faudra tous ces changements en même temps, et on ne peut pas attendre que ça régule, on ne peut pas attendre que 7 milliards d'êtres humains décident de changer leur comportement pour que les entreprises s'adaptent derrière. Faut miser sur tous ces leviers-là. Oui, je suis bien d'accord et je partage l'enthousiasme qu'on peut mettre dans le monde entrepreneurial en général pour trouver des solutions. Seulement, quand il s'est agi de, par exemple, réduire à néant l'industrie du tabac parce qu'on s'est rendu compte du problème de santé publique, on ne s'est pas posé la question de créer des indicateurs sur lesquels font mieux, etc. Il faut que cette industrie disparaisse.
Alors c'est pas encore le cas aujourd'hui, je sais bien, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, bon, comme toute généralité, voilà, j'étais un peu trop général en donnant ma réponse. Évidemment, une certaine section d'entreprises apportera la solution. Seulement, il faut reconnaître aussi que certaines entreprises ne sont pas compatibles dans l'intégralité de leur modèle et qu'optimiser leur business model ou leur procédé ou autre n'y changera rien. Et je sais que c'est dur à entendre, mais je suis sûr qu'on partage tous en fait. Mais ici mais ce tu ne crois constat. pas que là, c'est la finance qui va faire le tri, en fait. Le tri est de dire aujourd'hui, je peux plus financer, je peux plus me financer, je peux plus croître et je vais avoir des investisseurs qui vont quitter le bateau. Et ça, je pense que, enfin, Franck, tu peux peut-être nous en parler parce que je crois que Oui, je pense que là, on assiste à une dynamique. Hein. Je n'ai pas les volumes précis en tête, mais les investissements ISR, à condition qu'ils soient bien mesurés, parce que là aussi, il y a un sujet de mesure qu'il faut regarder, vont changer le comportement des entreprises et des entrepreneurs, puisque là, il s'agit de leur mode de financement. Après, on est dans une dynamique, on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. Mais moi, je crois beaucoup que le monde de la finance, il est symptomatique de voir que jusqu'à présent, le monde de la finance s'appuyait sur des agences de notation extra-financières qui faisaient le boulot d'analyse. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que les financiers, enfin les investisseurs s'équipent en interne sur le segment ISR pour comprendre de manière approfondie le comportement de leurs capitaux investis dans l'entreprise pour qu'ils soient plus verts. Parce que en fait, le raisonnement, c'est pas des purs, je ne le pense pas, c'est un raisonnement par le risque. Et donc, ils ont analysé le risque et ils regardent, et maintenant, ils considèrent que le risque est devenu très important. C'est pas très vertueux, mais c'est comme ça. peut-être plus efficace. Oui. Parce que la trouille fait changer. Et la trouille de perdre ses rendements. Le problème avec la focalisation sur le risque, c'est qu'aujourd'hui, le risque, on est incapable de l'évaluer à sa juste mesure. Et pour le coup, le GIEC le reconnaît dans tous ses rapports, y compris le dernier, c'est qu'il se plante systématiquement en étant trop optimiste. Aujourd'hui, on éclate le pire scénario d'il y a 15 ans. Donc malheureusement la finance sera toujours en retard. Je crains, enfin je remarque aussi qu'il y a une réorientation des flux. Le problème c'est que d'une part c'est pas assez rapide et d'autre part ça se cale sur une métrique qui est loin de la réalité. On va peut-être clore ce débat super intéressant pour laisser un peu la parole à notre public. Et d'ailleurs, là, il y a une première question qui va peut-être faire le lien, puisqu'en fait, elle concerne la valorisation des entreprises. C'est une question de Pascal, qui nous demande comment encourager la prise en compte de la décarbonisation dans la valorisation des entreprises. Quelles initiatives existent déjà ? Moi, je peux presque apporter une réponse en tant que Croissance Plus. Il y a des initiatives qui sont en cours et c'est une initiative qu'on défend à Croissance Plus, c'est de travailler sur la valorisation des actifs immatériels. C'est-à-dire que c'est pas normal que deux entreprises qui fassent des bénéfices entre celle qui est vertueuse sur le plan de l'environnement social, inclusion sociétale, etc., que tous ces efforts, ou en tous les cas que toute sa stratégie, ne soient pas mieux valorisés qu'une entreprise qui aurait le même résultat en ayant un personnel exsangue, mal formé, en ayant bouffé tout plein d'énergie, etc., en étant un gros porc finalement. Ça, c'est pas normal. Donc il y a il y a des initiatives qui existent au niveau de l'Europe, notamment pour pousser la comptabilité à triple capital. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais ça va être un peu long. Parce que effectivement, il faut il faut se mettre d'accord. Mais il y a en tous les cas la voie et il y a un modèle européen possible qui est un modèle de comptabilité qui intégrerait toutes ces prises en compte, qui prendrait en compte donc tous ces facteurs, un peu en opposition au modèle anglo-saxon et au modèle chinois. Bon, peut-être vous avez d'autres réponses sur ce sujet. La valorisation d'une entreprise dépend de son futur, de ce qu'elle promet pour le futur. Donc on peut
C'est assez facile de mettre du coup quelques indicateurs environnementaux ou sociétaux pour des modèles économiques qui... Donc j'allais dire, la réponse elle est du côté des financiers qui doivent savoir en quoi ils croient. Alors on voit émerger beaucoup Nous on croit de des fonds, trucs mais ils sont pas obligés de croire la même chose. Mais si on croit la même chose potentiellement... En tous les cas, pour les entrepreneurs qui ont des idées aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds à impact, des fonds de private equity qui sont prêts à investir dans des entreprises qui ont des modèles vertueux. Et de même, elles sont à la recherche d'entreprises pour que leurs fonds soient valorisés et comme un fonds qui respecte les données, etc. Donc là-dessus, ça va dans le bon sens aussi. Et la finance nous aidera certainement. Il y a une deuxième question d'Éric, donc je vous la lis. Je pense que les groupes ont tous des ambitions sur le sujet RSE avec des actions concrètes. Par contre, les clients refusent pour le moment un financement partiel, complet. Quel est votre retour d'expérience sur ce sujet ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Franck ? Oui, par exemple, dans le business model de Vinci, il y a toute une partie du business qui dépend de commandes qui sont des commandes publiques, quel que soit le pays, en France et ailleurs. Et donc, il est compliqué, quand on est en compétition, puisqu'on répond à des appels d'offres, eh bien, il est compliqué de faire reconnaître par le client qui va choisir l'appel d'offres autre chose que le prix. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Vous faites des actions en direction de l'insertion ou en direction de l'environnement ou de la biodiversité. C'est pas pour autant que c'est des critères qui seront reconnus. Donc moi, je pense qu'il faut absolument mettre, au moins dans les appels d'offres publics, des clauses sociales et environnementales qui soient retenues comme critères différenciants. Mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est en cours quand même. Oui, ça avance. Ça dépend où. L'expérience, c'est de plus en plus vrai. Pas sur tous les appels d'offres, mais... Sur le marché du bâtiment et des travaux publics, c'est moins de 10% des appels d'offres. Nous, en général, les boîtes, quand elles financent Time for the Planet, on leur offre pas mal d'avantages. Et il y a un des avantages, c'est qu'on leur fournit un indicateur. Ils nous disent qu'ils le mettent partout dans tous les appels d'offres, qui est un indicateur pas financier, qui est le taux de retour pour la planète. Vu qu'on a un TRI, un taux de retour de zéro financièrement, on mesure quand même notre efficacité via le TRP, c'est-à-dire combien chaque euro investi par l'entreprise a permis d'économiser de tonnes de CO2 ou de le capturer s'il a déjà été mis. Et du coup, comme on propose un TRP qui est exponentiel puisqu'on le mesure sur les 100 boîtes qu'on crée, mais aussi toutes celles qui les copient, en fait, c'est beaucoup plus puissant que, par exemple, planter des arbres, qui est très sympa, mais dont on connaît déjà l'efficacité carbone. Et donc, en fait, cet indicateur, on leur fournit chaque année, et ça leur permet de mesurer comment ils contribuent à la neutralité carbone, de la même manière qu'ils planteraient des arbres, mais en plus puissant. Et ça, ils peuvent le mettre dans leur rapport RSE, ils peuvent le mettre dans les appels d'offres, et c'est une manière de se différencier. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises avec qui je discute me disent, des PME, des TPE, pas forcément des grands groupes qui ont des rapports RSE très fournis, mais ils nous disent, voilà, nous, on ne savait pas quoi faire, on disait qu'on faisait la poubelle jaune du recyclage et que globalement, on encourageait avec un parking à vélo. Mais là, vous nous donnez un véritable outil qui a donc des avantages, comme on l'a vu, RH et tout ça, mais un véritable outil pour se différencier dans les appels d'offres. Mais c'est plutôt effectivement TPE, PME, TI, quoi. Alors, il y a une question de Ludovic pour Franck. Alors, comment pensez-vous que l'on peut faire évoluer une telle organisation avec une myriade de BU et une organisation matricielle sur le sujet de l'énergie-climat ? Vinci me paraît un excellent exemple, l'entreprise étant responsable, directement ou indirectement, d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre en France. Moi, je suis convaincu que la réponse viendra du terrain. Donc, pour un grand groupe, la difficulté, c'est d'accepter la diversité, c'est-à-dire la diversité des réponses. Parce que chacun va avoir son angle de vue et d'approche du problème, mais qu'au bout du bout, ça va contribuer à l'objectif recherché. Donc la grosse difficulté pour un groupe, c'est de donner la direction, la vision, etc., et après de laisser l'exécution au terrain. Et donc là, il faut définir juste un cadre de l'action. Le cadre permet de définir si c'est carton rouge ou carton vert, parce qu'il y a un moment donné, il faut bien indiquer aux gens s'ils sont bien dans le champ d'action que l'on souhaite ou pas. Donc voilà, pour moi, alors chez Vinci, pour le coup, on a l'impression que c'est un grand groupe,
La réalité, quand vous êtes dedans, c'est comme nous considérons qu'il faut générer des entrepreneurs, eh bien, si vous voulez générer des entrepreneurs, l'entrepreneur, il faut le laisser faire. Si vous lui dites, tu as un marketing central, tu as des achats centraux, etc., ben finalement, son rayon d'action, il est limité. Et donc, nous, on a considéré que l'entrepreneur, il faut le laisser faire. Et on est convaincu que après, en organisant correctement la marketplace, les initiatives des uns profiteront aux autres et on pourra échanger et que petit à petit, ça va avoir l'effet souhaité. Alors après, le sujet du timing, est-ce que c'est trop long, etc., il est un vrai sujet. Il va falloir accélérer à un moment. Mais on arrive aussi à des injonctions hyper contradictoires. Enfin, quand on voit, nous, nos clients où dans la même phrase, on peut entendre oui, c'est bien l'économie circulaire, comment on peut récupérer des gravats, puisqu'on a pas mal de clients sur la construction, comment on peut récupérer des gravats, et à côté, dans la même phrase, ah ouais, mais si c'est à plus de 5 km, de toute façon, ça va être impossible parce qu'on va perdre trop de temps, et puis chantier. Et en fait, au final, les aléas industriels font que la bonne volonté est parfois un peu écrasée par la réalité business qui est il faut livrer le chantier et où il faut arriver à temps, où il faut atteindre cette rentabilité-là. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, et je pense que ça rejoint un peu ce que disait Côme, de ces injonctions qui sont totalement contradictoires, et il y a un moment, il va falloir choisir parce que les deux ne marchent pas en fait. Parce qu'il y en a plein qui ont des super beaux bilans RSE, mais sans modifier leur modèle économique. Ouais. Donc ça peut être très joli. Mais... Ouais. Et après, c'est là où c'est très complexe, c'est que quand en plus tu réponds à des appels d'offres publics qui de toute façon t'imposent ce fonctionnement-là, la règle du jeu ne change pas en fait. Merci. Et en général, tu essayes de la changer, mais au final, tu es perdant, parce que de toute façon, si tu avais changé ton fonctionnement, tu ne pourrais pas avoir ce marché. Alors progressivement, il y a des choses qui bougent. Par exemple, on voit de plus en plus la notion de co-création, de co-conception avec les clients. Et donc du coup, le fournisseur devient force de proposition au client. Et donc là, maintenant, on voit que ce qui était impossible avant, enfin, en tous les cas dans un certain secteur d'activité qui est le bâtiment électropublic, les choses bougent. Ouais, je peux confirmer, on vient de sortir de 2 semaines d'ateliers d'innovation avec les fournisseurs de L'Oréal, et c'était plutôt sur des sujets digitaux. Et en fait, tout a shifté sur beaucoup de sujets sur l'empreinte environnementale des fournisseurs de L'Oréal. Donc on voit que un grand groupe peut aussi avoir de la traction sur des changements profonds de comportement en fait, de ses propres fournisseurs. Alors il y a une question là qui en fait, je vous lis la question, mais l'idée c'est est-ce qu'il y a besoin d'un cadre et d'une législation, hein, n'y a-t-il pas un besoin de donner un cadre, des indicateurs éclairés afin d'éviter les fausses bonnes initiatives qui échappent au calcul de l'empreinte carbone, par exemple, comme on fait de l'optimisation fiscale? Si je peux me permettre, sur ce point-là, il y a des innovations relativement récentes. La loi sur le devoir de vigilance, qui portait d'abord sur des questions sociales, mais qui ensuite s'est étendue aux questions écologiques. Aussi la loi Pacte, qui permet de sévèrement modifier un peu la direction que peut souhaiter prendre une entreprise. Sur la question de carbone, ce qu'il faudrait déployer dans l'idéal, c'est l'ajustement aux frontières. Seulement, ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire une taxe carbone à l'entrée du territoire européen pour éviter d'avoir du dumping environnemental, c'est-à-dire d'avoir des aciéries chinoises qui produisent 1 tonne d'acier avec 15 tonnes de CO2 et du coup, ça ne coûte rien pour la Chine comparé à l'Europe, parce qu'il y a un marché carbone en Europe. Ce serait vraiment, c'est un peu un Graal, hein, ce serait quelque chose qui changerait tout en termes de production industrielle en Europe. Le problème, c'est que ça fait à peu près 15 ou 20 ans, je crois, qu'on en parle, et que c'est très très compliqué à mettre en œuvre pour des raisons simplement techniques. Mais il y a de bonnes chances que sous Ursula von der Leyen, qui l'a mis quand même au sommet de son agenda, de ses priorités, cette chose-là avance d'ici les 4-5 années à venir. Donc une bonne nouvelle. Après, si on y arrive. Il faut la pousser, voilà. Mais la mobilisation citoyenne est bien en ce moment, donc ça devrait être respecté.
Alors, il y a une question un peu générale là qui est quels sont les principaux ingrédients d'une telle transformation à votre sens? Qu'est-ce qui veut répondre? Il y a un ingrédient qui est majeur qu'il faut que les gens comprennent. Donc il y a la compréhension. Et alors il y a le niveau de connaissance. Il y a comment on accompagne cette transformation d'un point de vue psychologique. Parce que comme je disais, ça fait tellement peur que ça peut susciter énormément de déni, de rejet. Il y a un problème majeur actuellement que Trump a réussi à alimenter largement. Il y a un manque de confiance dans la science, qui est un truc qui est jamais vu. Enfin, moi j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans, il était évident qu'on faisait confiance à la science. Jamais on avait entendu dire des trucs comme ce qu'on a pu entendre dire par un président des États-Unis. Mais il n'y a pas que aux États-Unis. En France aussi, il y a une énorme défiance envers le politique, mais envers la science, envers les médias. Parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Et du coup, on entend encore des discours sur le dérèglement climatique et sur le carbone qui sont hallucinants. Donc ça, il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui croient que plus de degrés, c'est littéralement, on va passer de 35 à 37 au bord de la piscine l'été, et en fait, c'est OK. Et qui n'ont pas du tout conscience de ce que ça veut dire plus 2 ou plus 4 degrés. Il y a un grand PDG, je crois que c'est le PDG d'AXA, qui disait un monde à plus 4 degrés, c'est un monde qui est devenu inassurable, tellement c'est le bazar et tellement il n'y a plus rien qui est stable, il n'y a plus de régime politique qui tient, enfin voilà, c'est une catastrophe, c'est un niveau de catastrophe incroyable. Et là on parle sur les scénarios du GIEC de parfois plus 7 degrés en 2100, donc on est bien au-dessus, donc c'est terriblement flippant. Et la fresque du climat par exemple, qui est un super atelier qu'on peut déployer en entreprise, c'est génial. Pendant 3 heures, on explique le rapport du GIEC. Il y a des gens, à la fin, ils pleurent en fait, ou ils s'énervent tellement c'est difficile à accepter. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. Ils ont l'impression que soit c'est des mensonges, parce que c'est pas possible, sinon tout le monde. Moi, je l'ai fait à ma famille. Ma mère m'a dit, franchement, si ce que tu racontes est vrai, on serait tous en train de faire autre chose là. C'est-à-dire qu'on serait tous en panique, on aurait changé de job, le président il ferait clairement autre chose, et tout le monde serait dans l'action en fait, tellement c'est grave. Et je dis oui. Donc en fait il y a un sujet de sensibilisation qui doit pas être ultra flippant et en même temps montrer la réalité du problème, donc c'est très compliqué, et qui doit dire ok, par contre on a des solutions, parce que tu vas pas juste faire une dépression nerveuse là, on va plutôt te donner des moyens de passer à l'action dans ton job, dans ta vie. Et ils sont énormément en demande à la fin des fresques du climat, ils disent elle est où l'étape 2, c'est quoi ce que je peux faire? Le Shift Project, il déploie aussi dans des entreprises des formations pour dire voilà, à l'échelle individuelle sur ces 25%, qu'est-ce que tu peux faire? Manger moins de viande, l'avion, est-ce que c'est vraiment indispensable? Réfléchir. Et donc les gens, il y a ceux qui ont compris et qui sont super mal, il y a ceux qui n'ont pas encore compris. Et donc je pense qu'arriver avec des solutions, ou des débuts de solutions, avec des histoires qui embarquent les gens de manière positive, pas culpabilisante, et qui leur disent voilà, il y a un chemin en fait, c'est pas foutu, parce qu'il y a aussi ceux qui disent c'est complètement foutu, du coup je vais faire 3 fois le tour de la planète et puis bon, on verra. Je vais pas faire d'enfants comme ça, voilà. Donc c'est très compliqué psychologiquement, parce qu'on a pratiquement, on n'a jamais eu de problème qui soit un tel tsunami qu'on voit arriver, on ne sait pas trop à quelle échéance, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail sur cette éco-anxiété dont tous les psys parlent, qui est un truc qui monte depuis quelques années, pour faire accepter, dire que ne pas rejeter la science, lutter contre la défiance et dire bon par contre on va créer des solutions tous ensemble et on va y arriver tous ensemble. C'est une aventure collective, mais il faut le présenter comme ça. C'est une très belle aventure collective pour l'humanité, il faut embarquer tout le monde et pas dire on fonce dans le mur ou c'est déjà trop tard, bon allez tous vous pendre quoi, sinon ça ne marche pas. Sauf qu'on est entre tout ça, entre les collapsologues, c'est très compliqué aujourd'hui de savoir comment situer, parce qu'il y a des gens qui ont des niveaux de compréhension et des niveaux qui ont intégré le niveau d'urgence de manière très différente. Et en plus, comme on est enfermé dans des espèces de bulles algorithmiques ou dans nos petits mondes où on se parle plus vraiment les uns les autres, avec les réseaux sociaux qui amplifient ça, c'est difficile d'avoir un récit commun, un menu commun, une compréhension commune du problème pour apporter des solutions derrière. En tous les cas, la notion de récit est importante. Mais le récit d'un monde sans fin, il est né quelque part aux États-Unis, il est né en Angleterre, et il nous amène sur Hollywood, il nous amène sur James Dean, sur la liberté absolue. Et en fait, le dernier des représentants de ce monde sans contrainte, c'est Trump, qui est prêt à tout, sans contrainte, sans aucune contrainte, qu'elle soit de relations amitières, de respect politique, etc. Et peut-être qu'on peut voir
fin de ce moment, en fait, la fin de l'ère industrielle et la fin d'un cycle, en espérant que la suite soit plus positive et qu'on comprenne qu'on est dans un monde fini avec contraintes. Et enfin, moi, je viens de la montagne et les agriculteurs en montagne, ils faisaient avec peu parce qu'il n'y avait rien et ils arrivaient à vivre avec peu. Et en fait, il faut revenir à ce monde avec contraintes qui était connu de nos grands-parents et qui est juste du bon sens, juste du terrain, juste du regard sur là où on vit et de déguiser notre regard là-dessus. Et souvent, les gens disent la lutte contre le dérèglement climatique, c'est aller contre ma liberté. Moi, je veux être libre de prendre l'avion. Oui, très bien, mais en fait, la liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut tout le temps. La liberté, c'est de choisir les contraintes qu'on s'impose, en fait. Et donc, si à un moment, tout le monde prend conscience du problème et décide de s'imposer des contraintes collectives pour un bien commun, et ben c'est comme ça qu'on est libre. C'est pas en disant, moi, je m'en fous, je vais faire 4 fois le tour de la planète sur mon avion. Et c'est une illusion. Oui, on est libre de fumer des clopes, mais ça nous tue en même temps, en fait. Donc, c'est idiot de penser que cette aventure pour la décarbonation est une atteinte à la liberté. C'est faux, c'est se construire une liberté collective parce que quand il fera... mettre un masque n'est pas une atteinte à la liberté. Exactement, parce que quand il fera plus 5 degrés au niveau mondial et qu'on pourra plus sortir de chez nous, enfin bon, si il existe encore quelque chose, la liberté de toute manière on n'en aura plus, ça fera longtemps que la démocratie elle sera tombée. Enfin, je veux dire, c'est complètement illusoire de croire que cette liberté on va pouvoir la conserver. On va perdre tellement en liberté. Tu es dans la capacité de projection, qui est la vraie intelligence. La vraie intelligence, c'est la capacité à s'adapter à un environnement changeant. C'est ça, c'est pas autre chose. Mais d'où l'idée de sensibiliser pour que les gens comprennent ce que ça veut dire plus 4, plus 5 degrés et réalisent que la liberté, c'est maintenant qu'on l'a, de pouvoir prendre des décisions collectives qui nous permettront d'être dans un mode de vie à peu près ok, moins bien qu'aujourd'hui peut-être, mais en tout cas vivable et durable, et que c'est ça la vraie liberté. C'est pas de pouvoir prendre 14 fois l'avion et de se dire je m'en fous, moi j'ai fait ce que j'ai voulu. Du coup, je pense que les entrepreneurs ont une vraie part de responsabilité, puisque ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas peur de l'inconnu. C'est pas la prise de risque. Personne n'a envie de prendre des risques. Par contre, on n'a pas peur de l'inconnu. Donc il faut, je crois que plus les entrepreneurs sont assez responsables, plus ils emmènent leurs collaborateurs et les parties prenantes avec eux dans cet inconnu, mais cet inconnu effrayant ou pas, peut-être enthousiasmant, avec une vision très optimiste. C'est comme ça qu'on y arrivera. Donc nous on est plutôt industriel puisqu'on produit quand même, on fabrique, et du coup le mot d'ordre c'est l'éco-conception à notre petit niveau industriel. Mais ça ramène à un truc qui s'appelle le courage en fait. L'éco-conception c'est le fait éco-conception, éco-développement, c'est que quoi que l'on fasse, on vérifie que ça consomme peu de matière, qu'on soit toujours très frugal, très sobre dans notre façon de concevoir, de produire. C'est le moins de gaspillage possible partout. Mais c'est pas affreux, hein, au contraire, c'est plutôt intéressant et plutôt des bons challenges. Pour revenir à la notion de contrainte, c'est plutôt intéressant. Et c'est choisi, assumé et stimulant du coup. Moi, j'aimerais bien revenir sur la notion de sensibilisation, parce que c'est quelque chose qui est essentiel si on veut construire un narratif collectif, c'est que tout le monde soit sur le même bateau. Et j'ai fondé, moi, une association qui fait des conférences dans des lycées, des universités, des entreprises, etc. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'en fait la sensibilisation chez les jeunes était en chute libre. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui arrivent à 18 ans, là, en ce moment et dans les prochaines années, sont des générations moins convaincues par le dérèglement climatique et tout ce qu'il implique que les générations précédentes. Et je pense que, alors on peut évidemment être attristé de ça, mais pour le comprendre, à mon avis, c'est en grande partie lié notamment aux réseaux sociaux, notamment aux bulles d'exclusion qui sont formées entre autres par la technologie et les nouveaux services de consommation de masse. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise d'être vigilant à ça, c'est-à-dire à faire c'est en priorité le rôle de l'État, mais à faire en sorte que les produits qui sont offerts, et je pense notamment aux produits des télécoms, etc., de faire en sorte que les citoyens et les citoyens restent parfaitement mobilisables sur ces types de causes. Je ne sais pas comment l'exprimer plus clairement, mais il me semble que
le fait que la sensibilisation soit quasi en échec aujourd'hui, c'est effrayant. On a l'impression que tout le monde est convaincu. Enfin, moi, depuis que je suis actif dans les questions environnementales, j'ai l'impression que c'est génial et que tout le monde est convaincu. La vérité, c'est qu'on est très loin de cette situation, entre autres parce qu'il y a une défiance envers un monde que, en fait, plus personne n'y comprend rien, tellement ça devient complexe. Et je pense donc que pour les entreprises, tout ce qui peut permettre de décomplexifier au maximum notre rapport à la technologie, aux objets, aux autres, doit être privilégié. Or, c'est pas du tout la direction qui est prise, notamment pour revenir sur les opérateurs de télécom, j'en profite. Je pense que l'Internet des objets, par exemple, participe mais violemment à cette déconnexion complète avec la matière, avec les gens, avec le monde. Et tout ce type de déconnexion avec ces réalités-là fait des gens qui sont très susceptibles aux théories, enfin qui sont très à même d'adhérer aux théories complotistes, tout simplement parce qu'ils ne comprennent plus rien. Je pense que c'est un gros danger et que les entreprises devraient aussi être vigilantes à ça dans leur... Je sais que à Croissance Plus, donc je disais, on a dans cette réflexion sur par où je commence pour les entreprises qui ont envie de s'y mettre et qui, on va dire, ne seraient pas aussi pionnières que des entreprises qui sont plus récentes. On se disait que la formation reste quand même quelque chose de... Donc en fait la sensibilisation, parce qu'on se rend compte dans les entreprises que très vite il y a des débats en disant qu'est-ce que vous voulez faire. Alors il y en a qui sont proches de l'inclusion, il y en a qui sont proches de planter des arbres, il y en a d'autres qui veulent... Et en fait... Puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut supprimer les voitures, etc. Et en fait, on se rend compte que les gens ont très peu, en fait, de connaissances et d'informations et ne peuvent assez peu débattre sur la biodiversité, sur le climat, sur l'énergie, et donc probablement que refaire un peu des basiques dans les entreprises, puisqu'il y a des formations sur tous les sujets, c'est assez intéressant parce que ça donne justement cette culture commune. Cette envie commune, ça permet d'échanger à la machine à café sur des choses qu'on partage ensemble, sur des informations qu'on a eues, etc., quand on pourra revenir à la machine à café. Et effectivement, la sensibilisation, même si chacun son rôle, c'est plutôt le rôle des ONG et des politiques, et puis les entreprises, elles sont là pour agir, c'est vrai que c'est pas inintéressant de faire un peu de sensibilisation aussi dans les entreprises. J'irais même plus loin, au-delà de la sensibilisation, il y a un enjeu sur les chiffres, parce que alors, sur le climat, moi avant de m'y intéresser, parce que je ne m'y intéresse pas depuis des tonnes d'années, en fait on croule sous les chiffres, donc on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et comme je le disais, l'histoire du 2 degrés, moi je pense que c'est une erreur majeure de communication du GIEC. Si j'étais le GIEC, j'aurais jamais dit 2 degrés. J'aurais dit voici ce que ça veut dire en pic, parce que 2 degrés, ce n'est pas visuel pour les gens. Et donc moi j'ai plein d'amis, quand je leur raconte ce que je fais à Time for the Planet, qui me disent attends, mais moi ça va, franchement j'éteins la lumière quand je pars de chez moi et je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Je lui dis d'accord, est-ce que tu sais mesurer par rapport à ton impact carbone ce que ça fait? Est-ce que tu as une idée de ce que la différence quand tu manges du bœuf ou du poulet? Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire quand tu prends un avion et tu traverses l'Atlantique? Et en fait, les gens n'ont aucune idée d'échelle. Ils ne se rendent pas du tout compte que c'est très bien de ne pas prendre de bain, mais que c'est pas ça qui a un impact sur le... Enfin, ou que tu regardes un épisode de Netflix. Voilà, ils disent moi je suis sur Netflix. Est-ce que tu sais que ton streaming, c'est une catastrophe pour la planète? Et les likes. Voilà. Et en fait, les gens ne comprennent pas. Et donc, il y a une éducation sur les échelles, je pense, des ordres de grandeur très simples. Est-ce que tu sais combien de tonnes de carbone un Français ça fait par an? Est-ce que tu sais quelle proportion vient de ton logement? Et donc, encourager à faire un bilan carbone à l'école, au collège. C'est quoi ton bilan carbone? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un Paris-New York? Qu'est-ce qui se passe quand tu manges du bœuf versus quand tu manges des légumes? Ça, c'est l'école qui doit le prendre en compte dès maintenant. Et les entreprises, parce qu'en fait, nous, on est sortis de l'école, donc on n'y est plus. Sauf que du coup, il faut absolument que l'entreprise joue ce rôle. Et donc, typiquement, Suez, qui a fait des fresques du climat pour tous leurs collaborateurs, ils ont aussi développé une fresque sur leur métier, des fresques sur le déchet, etc. Et donc, ils donnent ces ordres de grandeur, ils expliquent ça, et c'est hyper important parce que tant qu'on n'a pas les ordres de grandeur, on n'a pas les bons leviers d'action. Les gens disent je fais énormément de sacrifices, je prends plus de bain. Oui, mais peut-être que si tu prenais plus l'avion, ça aurait un impact infiniment plus grand. Et donc il faut que les gens sachent tous les leviers et qu'ensuite ils choisissent ce qui leur coûte le moins. Il y a des gens pour qui ne plus prendre l'avion,
ça leur pose aucun problème. Il y a des gens pour qui la viande, vraiment, sans passer, c'est une catastrophe. Bon, bah, chacun va pouvoir choisir, faire un petit peu son mix d'efforts avec tout ça, mais pour ça, il faut comprendre tous les éléments. Qu'est-ce qui est carboné, qu'est-ce qui l'est pas, et quel est l'impact de chaque action. Et là, derrière, les gens pourront vraiment agir. Mais tant qu'ils sont dans cette espèce de flou sur les ordres de grandeur ou sur les actions, c'est très difficile. Et l'entreprise a un rôle énorme de sensibilisation à jouer là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis de l'école. Je veux dire, bah, une fois qu'on a passé 25 ans, on n'y va plus à l'école, et on n'a qu'une génération pour réussir, donc on ne peut pas attendre que les gens qui sont au CP aujourd'hui, qui seront sensibilisés au collège, arrivent à des postes de management, des RH de grands groupes, etc. Parce qu'en fait, pardon, mais ce sera beaucoup trop tard. Donc en fait, il faut que l'école dès maintenant s'y mette, et que tous ceux qui sont déjà sortis de l'école soient sensibilisés, même ceux qui ont 50 ans, même ceux qui ont 60 ans, parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est pas quand les gens seront arrivés à 60 ans. Mais juste sur ce point-là, je suis complètement d'accord et je pense que c'est une bonne approche d'avoir une approche chiffrée. Je pense que Jean-Marc Jancovici a plein de défauts, mais a en tout cas la grande qualité d'avoir posé sur la table un peu la question du chiffrage, des ordres de grandeur, des règles de 3, etc., ce qui a fait beaucoup de bien au débat public depuis 5 à 10 ans. Seulement, il me semble que la conclusion qu'il faut tirer aussi de ce manque d'appropriation des ordres de grandeur, c'est aussi que, et ça rejoint ce que je disais juste avant, qu'il y a une déconnexion telle avec la réalité qu'en fait, il faut apprendre ces ordres de grandeur. Et c'est quand même absurde d'en arriver à un point où on est tellement déconnecté de notre agriculture, de tout ce qu'on consomme en général, qu'il faut un temps de fou pour juste comprendre notre impact à l'échelle du monde. Et donc, un réflexe qu'on devrait avoir face à ce constat, c'est de reterritorialiser. Et pas reterritorialiser simplement parce que importer des ananas en avion, ça émet beaucoup de CO2, mais aussi pour reprendre prise avec la réalité et que quand on consomme du textile, quand on consomme des pommes de terre, des tomates, etc., si ces champs-là sont dans un rayon de 30 km de notre ville, et ben tout d'un coup, on va comprendre que, tiens, on a un pouvoir réel de citoyen, quoi. On va pouvoir réellement décider de notre vie parce que ça va être devant nous. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que, alors c'est un effet néfaste de la mondialisation, c'est que les chaînes de production et de distribution sont tellement éclatées qu'on ne voit ni ne comprend rien. Et donc c'est un truc supplémentaire qu'il faudrait peut-être ajouter au cahier des charges des entreprises, c'est penser la reterritorialisation et pas uniquement pour des raisons sociales ou climatiques. Bon, c'est passionnant. Eric, tu veux ajouter quelque chose ? Je voulais juste rebondir sur ce que disait Colline, parce que, en fait, quand on a imaginé Carbonac, on est parti exactement de ça, de la capacité de s'approprier le problème et que ce soit partageable dans une boîte de 1000, 2000, 3000 personnes, de la personne qui est à l'accueil au CEO, et que tout le monde comprenne de quoi il retourne. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'infographie de l'ADEME qui, en un regard, te fait comprendre que, ok, tu fais 11 tonnes, tu en as 33% sur ton transport, 31% sur ton alimentation, qu'avec ces deux sujets-là, on peut déjà craquer pas loin de 70% de l'empreinte carbone d'une personne. Voilà, et ben ça se comprend en un regard. Et si on n'arrive pas à communiquer ces infos-là, qui sont ultra simples, et qui permettent à chacun, après, comme tu disais, Colline, de faire ses arbitrages. Moi, je vais attaquer par le transport, après je vais attaquer... Mais au moins, tu sais où aller et sur lequel tu peux avoir de l'impact. Et c'est ce sujet-là qui est clé. C'est comment on a un média qui permet d'exprimer et de partager avec chacun cette logique d'empreinte. À l'échelle d'un pays, et l'ADEME le fait, peut-être pas assez connu, et à l'échelle d'une entreprise. Bon, je vous propose de clore ce débat passionnant. Merci à tous nos invités. Merci à Eric de Carbon Hack et de la House Merci à of l'équipe de Sam. Co-Design. Donc il va y avoir trois webinars pour voilà, je pense que vous trouverez tous sur le chat les adresses. Pardon ? Et le replay sur YouTube. Et le replay sur YouTube. Voilà, donc nous espérons que avec toutes ces prises de parole, ça vous a donné envie d'agir ou d'aller plus loin. Et merci à tous et bonne soirée.